ce déclic dont on parlait précédemment. Voilà, et que nous serions beaucoup moins nombreux que nous le croyons à avoir ressenti au moins une fois toutes les sensations de plaisir que nous pouvons nous offrir. Alors j'imagine que ça nous fait cogiter, hein, dont on parlait tout à l'heure justement, ça nous fait masturber nos neurones, hein, voilà. Comment savoir si on a déployé toute cette énergie sexuelle, tout ce potentiel sexuel? Comment le savoir, Jacques Ferber? En fait, ce qui se passe, c'est que de toute façon, vous n'y arriverez pas jusqu'au bout. C'est-à-dire que s'il y a des découvertes nouvelles en permanence quand on est dans ces voies-là, soit la voie du Tao, la voie du Tantra ou d'autres, mais on découvre des choses nouvelles. C'est-à-dire que c'est comme un territoire nouveau que l'on explore au fur et à mesure. Donc vous vous dites, vous êtes entré dans un nouveau territoire, mais ce territoire, il est sans limite a priori. Donc, effectivement, il y a une satisfaction, mais vous savez aussi qu'il y a peut-être encore d'autres choses qui peuvent se passer. Et on ne le vit plus en termes de satisfaction. Le problème, c'est que le mot satisfaction est plus juste. Déjà, je préfère un terme que normalement, c'était beaucoup les femmes qui l'employaient, c'était combler. Être comblé. C'est intéressant, c'est d'être plein. C'est-à-dire de ne plus être en manque. Alors on dit que c'est une satisfaction, mais la satisfaction, on a plutôt la vision de la satisfaction, c'est j'ai soif, je bois, maintenant c'est fini. Combler, c'est beaucoup plus permanent. C'est quelque chose qui a un état d'être, qui ne dure pas que le moment de la sexualité, qui ne dure pas des 8 minutes aux 2 heures, mais qui dure au-delà. Donc en fait, quand vous faites l'amour, c'est une célébration, mais cette célébration va avoir une influence dans tous vos aspects de la vie, grâce à cette inondation de plaisir qui va venir dans chaque instant. Vous en parlez merveilleusement bien. Et le biologique suit. Oui, justement, il y a quelque chose de très intéressant, c'est qu'on peut quand même donner une définition de certaines sensations que les gens ont décrites. Alors, justement, de quel ressenti voilà, c'est qu'en fait, la différence entre quelque chose qui n'est pas satisfaisant pour eux et quelque chose qui est satisfaisant, c'est que c'est un orgasme de l'être entier que les gens ressentent, alors que quand ils sont satisfaits, alors que quand ils ne sont pas satisfaits, c'est un orgasme qui se situe au niveau des parties génitales. Oui, ça on va en parler dans... Les sensations sont très limitées au niveau du corps, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, alors que quand il y a une sensation de satisfaction, ou justement d'être comblé, encore mieux, eh bien là, les gens sont pris des pieds à la tête, et hommes et femmes. Et par exemple, les hommes, souvent, se croient satisfaits, parce que ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes, en fait, qui connaissent pas beaucoup le plaisir, contrairement à ce qu'ils pourraient imaginer. Parce qu'ils pensent qu'une éjaculation, ça suffit à la jouissance, et non, ils sont très loin d'être justement, comme certains décrivent, à raisonner comme des cloches quand ils sont dans un plaisir qui les prend des pieds à la tête. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Autre détail aussi, ceux qui se disent satisfaits sexuellement, ce que vous dites dans votre livre, ont cette manière de décrire de manière très réaliste leur satisfaction et même encore plus la satisfaction de l'autre. Mais oui. C'est-à-dire que mais on est vraiment d'ailleurs dans les détails. Hein, on retrouve les témoignages dans votre livre, vraiment jusqu'au moindre détail. Oui, mais c'est ça, c'est justement qu'ils sont tellement à s'aider mutuellement, c'est-à-dire que déjà psychologiquement ils se poussent mutuellement à se réaliser, et physiquement ils font pareil. C'est-à-dire que c'est ça, je dirais, un des critères les plus clairs de la satisfaction dans un couple, c'est que les gens se perçoivent énormément et s'intéressent l'un à l'autre. Vous parliez d'une fusion, c'est très intéressant, mais en même temps, c'est une fusion qui révèle les identités, c'est pas une fusion de perte d'identité. Parce que quand on est, le couple, on est deux. Et le fait, le fait de ressentir, de se mettre à la place de l'autre en quelque sorte, parce qu'on vient, au fur et à mesure que le désir et le plaisir montent, on ne parle pas d'orgasme, hein, au fur et à mesure que la fusion se réalise, ça devient une émotion. C'est complètement émouvant de ressentir en quelque sorte l'autre. C'est un acte d'amour, enfin c'est l'amour. Donc à ce moment-là, c'est une émotion qui peut amener à des larmes, aussi bien du côté de la femme que de l'homme. Parce que c'est pas possible de vivre ce qu'on est en train de vivre. Hein. Jacques Ferber. Oui, c'est simplement dire que c'est peut-être pas une fusion au sens d'une inconscience, c'est-à-dire d'un faire un, mais de manière inconsciente, c'est une union, c'est-à-dire une réunion de deux êtres qui ne font plus qu'un, mais tout en étant totalement conscients de soi et de l'autre.
Et ça correspond tout à fait à ce que je suis en train de penser, pendant qu'on est en train de dire tout ça, c'est que le téléspectateur ne se dise pas, mais est-ce que ça peut être, est-ce que ça peut m'arriver, est-ce que moi j'en suis loin, comment cela peut se passer? Mais je pense que c'est pas si inaccessible que ça. Bah non. Je veux dire, c'est même très accessible à tout le monde. Ah bon? Alors comment? Là, il faut rentrer dans le concret. Bah oui, alors. À partir du moment où on a cette motivation, cette quête, je pense que... Bon, on l'a tous, a priori, c'est vous. Non, pas toujours. Non, pas toujours. Non. Ça dépend aussi des blessures que chacun a sur sa sphère génitale ou affective, que ce soit les femmes ou que ce soit les hommes. Alors quand on veut. Alors quand on veut, on peut. Oui, voilà. Donc déjà, c'est bien, bon point de départ. Oui. Alors ensuite. Quand on veut. Mais on fait quoi? Ben, je crois que l'amour s'apprend en aimant, c'est-à-dire que c'est de faire une recherche et une exploration à deux, avec cette motivation-là, qui sera le meilleur instrument de la réussite. Après, il y a des préparations, donc on peut en parler, il y a des livres là-dessus. Ouais. Je montre quelques exercices également dans mon livre. On va les faire en plateau. Jacques également. Mais ça, ce ne sont que des exercices qui permettent de prédisposer. Donc je vais vous dire un petit confidence personnelle. Moi, j'ai connu cette expérience de satisfaction sexuelle dès mon premier rapport, parce que j'avais pratiqué le yoga avant. Et donc mon corps était prêt, et j'avais 20 ans. Et je suis venu très tardivement. Mais c'est-à-dire quoi, mon corps était prêt? Parce que nous, on a le sentiment que nos corps sont prêts. Justement, c'est pour dire que ces dimensions-là ne sont pas inaccessibles à partir du moment où, tout à l'heure, Jacques parlait de l'aspect du corps physique, de la chair, et puis l'aspect de l'âme et de l'esprit. Je pense aussi qu'on peut parler de l'énergie. C'est un mot commun qu'on a dans le yoga et dans le tantra et dans le qigong et le tao. C'est-à-dire qu'on peut se mettre au diapason et en sensibilité avec une autre forme d'être qui est pas seulement charnelle. Et à partir de là, il y a un voyage qui peut se faire dans le subtil et dans un subtil un peu ouaté, si j'ose dire, et qui favorise cette expansion nécessaire, cet abandon d'une sphère génitale localisée pour passer à une espèce de montgolfière qui se gonfle d'hélium pour décoller. On sort de l'inspiration de la médecine chinoise. Alors ce que je vous propose, on fait une petite pause publicitaire et on se retrouve juste après. On va parler de la médecine chinoise, de toute cette énergie sexuelle que nous avons en nous et que nous allons stimuler juste après la petite pause publicitaire. À tout de suite. Collection Optique 2000, c'est pour tous 2 paires pour seulement 159 €. Optique 2000. SFR invente la première clé Internet 3G+. C'est très simple, regardez. Clic, d'où vous voulez, vous accédez à tous vos mails. Vous découvrez les nouvelles vidéos. Vous téléchargez les dernières musiques. Avec la clé Internet 3G+, connectez-vous partout instantanément. SFR, vivons mobile. On ne choisit pas son pays. On ne choisit pas son père. On ne choisit pas sa taille. On ne choisit pas la pluie. On ne choisit pas son voisin. Ni même le nom de sa rue. Mais pour ce qui est de la vie de tous les jours, c'est important de pouvoir choisir. Voilà pourquoi Auchan vous offrira toujours le meilleur choix et toujours au meilleur prix. La vie Auchan, elle change la vie. De retour sur le plateau du bien-être, aujourd'hui nous parlons ensemble de sexualité. Nous allons poursuivre par cette énergie sexuelle qui vibre, qui circule en chacun de nous et que nous allons stimuler ensemble, notamment à vos côtés. Yves Requena, je rappelle que vous êtes médecin, auteur de ce livre Délicate et sexe, le meilleur de l'amour avec l'énergétique chinoise, chez Guy Trédaniel, éditeur. Alors on se dit médecine énergétique chinoise. Ça nous semble très loin de notre manière d'envisager la sexualité pour nous occidentaux. Or déjà, quand on compare l'Occident et l'Orient, quand on lit votre livre, c'est là où on prend conscience, c'est que c'est le choc
des deux cultures, hein. Le choc de culture, on n'appréhende pas du tout la sexualité de la même manière. Oui, le choc des cultures, mais qui peut terminer non pas comme un choc, mais comme une somptueuse caresse. Vous êtes très touché, vous, hein? Oui. Vous êtes touché, non, mais je veux dire, parce que nous, on a fait quand même l'avancée en Occident d'une ouverture, d'une libération. La psychanalyse nous a montré aussi les motivations du pourquoi et du comment nous nous comportons de cette façon-là. Et la culture orientale apporte autre chose. Alors, qu'est-ce qu'elle apporte, justement? Qu'est-ce qu'on pourrait apprendre de cette culture orientale et notamment de la culture asiatique? Alors, moi, je vais parler de la culture chinoise. La culture indienne, c'est à peu près la même chose, avec des termes différents. D'abord, il faut savoir une chose, c'est que la sexualité et les techniques sexuelles sont enseignées en Chine par les médecins traditionnels, c'est-à-dire les acupuncteurs qui font l'acupuncture, le qigong, la gymnastique chinoise, les massages de santé, etc. Donc ça, c'est une chose. Deuxièmement, c'est le médecin aussi qui va soigner les troubles de la sexualité, lorsqu'il y a une panne sexuelle ou lorsqu'il y a une diminution de la libido. Alors, ce sont des exercices qui s'enseignent. Ça, je les ai enseignés moult fois à mon institut. Il y a donc un apprentissage et une éducation de la sexualité, finalement. Oui, alors là, j'étais en train de parler juste des exercices pour stimuler. D'accord. Pour stimuler avant d'être en relation. Pour stimuler, c'est-à-dire pour avoir de la vitalité, de la libido, avoir de la réserve, quoi. Du peps. Avoir de la vitalité, on l'a bien compris, la force vitale de la sexualité, on l'a compris. Aussi bien de la femme que de l'homme. Ouais. Parce que la femme aussi a besoin de revigorer parfois ses énergies après un accouchement, après la ménopause, etc. Donc il y a des circonstances de la vie et les médecins chinois s'en occupent de ça. Donc on a un accès direct, si vous voulez, au tableau de bord, de restimuler un petit peu les fonctions qui sont en panne ou qui s'attardent. La deuxième chose, c'est que les médecins chinois enseignent les techniques de maîtrise de l'éjaculation chez l'homme, les techniques aussi de l'orgasme chez la femme, parce qu'on en parle très peu, mais la femme peut aussi modifier l'endroit de son orgasme, ne pas seulement l'avoir dans le bas-ventre, mais de le monter, de l'avoir d'une façon dilatée, globale. Et la femme peut aussi, comme l'homme, s'abstenir d'aller jusqu'à l'orgasme, pour rester dans une espèce de frange. Donc on peut finalement tout maîtriser ? Oui, mais le mot maîtriser, c'est plus faire ensemble une aventure, une exploration que de parler de maîtriser. On va faire de la maîtrise de soi lorsqu'on va s'entraîner, éventuellement seul, par la masturbation, l'homme comme la femme, ou par certains exercices pour stimuler la libido. Mais quand on est ensemble, c'est plus une aventure à deux, un partage, une exploration. Alors on peut difficilement parler de maîtriser. C'est vrai qu'à un moment donné, l'homme devra maîtriser son impulsion furieuse vers l'éjaculation s'il le souhaite. Et s'il le souhaite, et s'il veut remonter les choses. Mais est-ce qu'on peut adapter toutes ces techniques justement dont vous parlez dans votre livre et quelques exercices que l'on va faire ensemble tout à l'heure, est-ce qu'on peut l'adapter à la manière dont on vit nous en Occident? Parce que vous le dites dans votre livre, aujourd'hui le quotidien n'est pas favorable à un épanouissement sexuel. Bruit, pollution, on est stressé, on a au quotidien un rythme effréné, difficile pour le corps de se relâcher et d'accéder au lâcher-prise dont vous parliez tout à l'heure. Or, pour accéder au plaisir, il faut surtout avoir acquis ce lâcher-prise. C'est vrai. C'est pour ça que pratiquer le yoga, pratiquer la méditation, pratiquer le tai chi chuan, pratiquer le qigong, entre autres, ou simplement pratiquer un sport de plein air, ou faire 2 heures de golf, ou 2 heures de tennis, ça favorise la décompression. La décompression est nécessaire. C'est pour ça, quelquefois, quand un couple est un petit peu en problème, il leur est conseillé de partir en week-end, de laisser les enfants et de se retrouver comme amants. Parce que dans ce cocon de temps et d'espace, ils peuvent à nouveau renouer cette relation dans la détente. Ça, c'est clair pour tout le monde, je crois. Mais pour répondre à votre question, les sexologues occidentaux modernes, notamment nord-américains, mais aussi européens, ont commencé un emprunt, depuis Master et Johnson même, un emprunt aux techniques orientales, de telle sorte qu'elles sont de plus en plus intégrées dans les méthodologies de la recherche du plaisir, de la satisfaction sexuelle, qu'à un point même on peut se demander où est l'Orient, où est l'Occident. C'est-à-dire qu'en fait c'est en train de fusionner. C'est pour ça que je dis que c'est pas un grand choc, c'est plutôt une harmonie. La culture orientale. La culture orientale, la médecine chinoise que vous connaissez bien, comment appréhende-t-elle la sexualité ? Alors, ça, c'est une question fondamentale parce que pour la médecine chinoise, la sexualité est d'abord un terrain de santé et de longévité. Ça veut dire que les médecins chinois considèrent que la maîtrise, notamment chez l'homme, de son éjaculation, et surtout plus il avance en âge, est une façon de retarder sa décroissance de sa force et de sa virilité sexuelle, mais aussi de retarder même
sa décrépitude personnelle et physique. Donc autrement dit, les médecins chinois, ça c'est un scoop, hein, les médecins chinois considèrent que faire l'amour rallonge la vie. Et que c'est sain, naturel, contrairement justement à la culture occidentale. Et qu'on doit faire l'amour le plus souvent possible. Hein, le yin et le yang doivent s'unir. C'est catégorique. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est ce que vous dites dans votre livre, c'est une sexualité si importante dans cette culture orientale et notamment dans cette pensée chinoise que dans la Chine ancienne, avant le mariage, on organisait pour voir la compatibilité, excusez-moi avec le nez bouché, c'est pas évident aujourd'hui, avec la compatibilité des deux époux. Oui, alors c'était pas une compatibilité uniquement sexuelle, une compatibilité globale. Globale, mais notamment sexuelle. Mais notamment sexuelle parce que, comme le disait Maïté tout à l'heure, c'est un tout. Ouais. On n'a pas une sexualité, on a une sensorialité, sensualité partagée, où dedans il y a les émotions, le caractère, la personnalité, la sensibilité et enfin l'aspect physique. Ouais. Est-ce qu'on peut être d'excellents amants, je pense qu'on est tous d'excellents amants, sans jamais se rencontrer? Est-ce que là aussi c'est une affaire à deux, une affaire de binôme? Est-ce qu'on peut être d'excellents amants sans se rencontrer, sans avoir cette fusion, cette union dont vous parliez tout à l'heure, Jacques Ferber? Alors, en fait... Parce que souvent, il y a des couples qui divorcent pour des raisons donc liées à la sexualité et qui regrettaient une insatisfaction sexuelle et qui ont eu une révélation en rencontrant quelqu'un d'autre. Alors, je pense que Maïté pourra en parler sur les aspects phéromones, etc. C'est-à-dire tous les aspects, je dirais, biologiques qui font que deux êtres vont s'accrocher l'un à l'autre et vont... et par cette accroche, va constituer une base sexuelle fondamentale pour toute leur existence. Et là-dessus, un couple va pouvoir se construire. Mais même s'il n'y a pas ça, lorsque vous rentrez dans une véritable intimité avec quelqu'un d'autre, vous pouvez aller dans ces espaces de sensualité, de sensorialité, de communion avec l'autre, même si finalement vous ne passeriez pas votre vie avec cette personne. Ouais. Pour mieux se rencontrer sexuellement. Je crois que c'est indispensable en fait, c'est-à-dire qu'on découvre sa sexualité qu'avec une autre personne. Mais c'est pour ça qu'il faut bien se rencontrer. Il faut avoir les mêmes envies, les mêmes attentes, oui, mais vous savez, la même évolution, c'est ça. Mais vous pouvez avoir une relation, je dirais, presque ponctuelle avec quelqu'un que vous connaissez depuis un moment, par exemple, et qui vous attire vraiment, et passer un moment très très constructeur de votre personnalité émotionnelle et physique, et vous n'êtes pas obligé de recommencer même 3 jours après. Je veux dire, ça dépend de ce que vous investissez dans le moment, en fait. Ouais. Et ça, d'une expérience à une autre, vous pouvez vous construire de manière importante. Et c'est nécessaire, en fait. Alors que les couples, à l'heure actuelle, ils se prennent des choses mutuellement, mais ils se donnent pas. Et c'est pour ça que la construction ne se fait pas. Bon, allez, on va se donner. Alors, Yves Requena, on va passer à la pratique. Théorie, maintenant, pratique. Je ne sais pas si vous avez besoin d'une partenaire. Vous allez vous déplacer tranquillement. Vous allez nous donner quelques gestes, quelques réflexes que l'on peut faire au quotidien. Je vous laisse libre cours à votre imagination pour améliorer, stimuler, réveiller notre énergie sexuelle. Si vous voulez, c'est un vaste programme parce qu'il y a l'aspect physique, un petit peu comme si on prenait sa dose d'hormones, de testostérone ou d'œstrogène. À ce moment-là, je me dis... alors, je prends votre place. Vous prenez la place de la présentatrice, c'est vrai, Kenna. À ce moment-là, on peut parler d'exercices physiques simples, comme par exemple le dain, qu'on retrouve dans d'autres traditions, y compris dans la sexologie occidentale moderne, donc on n'a rien inventé sous le soleil, et qui consiste à travailler sur le bassin, un petit peu comme la danse orientale. C'est l'oula hop là, finalement. D'ailleurs, la danse orientale, donc on le fait plusieurs fois en conscience, les yeux fermés, et on place sa conscience dans le bassin, voire dans le périnée, voire dans les organes génitaux pour que ça fasse un bel effet. Donc dans un sens ou ensuite en avant, en arrière, en avant en contractant les fesses, ce qui contracte le périnée le fait travailler, et en arrière en les relâchant. Ça c'est uniquement mécanique. Mais le mécanique est important parce qu'on ne peut pas prendre la route et voyager jusqu'à Paris si la voiture est en panne. Ouais. Donc d'abord, il faut que les pneus soient, etc. Donc c'est facile de montrer tout cela. Maintenant, montrer les choses qui aussi stimulent
l'aspect hormonal, chez la femme, il y aura ces exercices-là, mais aussi les exercices de massage des seins. Donc, si vous voulez être candidate pour faire... c'est un automassage ou pas? C'est un automassage. Mais je l'ai fait en plus, alors je peux le dire, c'est pas un problème. Je l'ai fait hier, justement, après avoir lu votre livre. Bah, il faut que je le fasse. Bon, alors ça me dérange pas, remarquez. Je vais quand même remettre les chaussures. Donc, pour expliquer... Alors, je le fais, on inspire... en sortant la poitrine et en passant les mains dessous. Ah, c'est pas le... Et on expire en les ramenant. Et bien sûr, la pomme et la sensibilité du milieu de la pomme va être plutôt sur les mamelons, mais en tournant autour, un petit peu comme en tournant autour d'une soucoupe. Voilà. Donc, inspire et expire en ramenant. Et ceci de façon très simple, sans chercher à provoquer une quelconque... excitation sexuelle ou réaction génitale, etc. Et on fait dans un sens et on le fait dans l'autre sens. Mais cet exercice, sans trop presser, il faut plutôt glisser. C'est un véritable massage. Ah d'accord. Voilà, c'est un véritable massage. Et cet exercice, ça permet, chez la femme, de faire une sécrétion hormonale importante de l'ensemble de ces hormones féminines, et ça peut être préventif des problèmes gynécologiques, des règles douloureuses, des kystes de l'ovaire et aussi des problèmes de ménopause. Donc c'est un exercice extrêmement précieux. C'est pour ça que et pour les hommes, parce que là on fait des exercices pour les femmes et pour les hommes. Pour les hommes, on ne va pas le faire en studio. Ah bon? Non, parce que c'est un massage des testicules, donc je vais pas enlever mon pantalon. Mais on prend les bourses comme on prendrait 2 ou 3 noix ensemble pour les faire bouger ensemble. Voilà. Et ensuite, il y a des mouvements de pression et de relâcher. Et ensuite, des mouvements de traction légère. Et pendant que l'homme fait ça, il reste dans ses organes génitaux, il respire dans ses organes génitaux, c'est la même chose. Voilà, il regarde pas le résultat. On fait ces exercices en conscience, on est dans la présence. Voilà. Ça aussi, c'est un terme dont on va parler ensemble. Faisant ça, encore que. Mais, voilà, voilà. Et ce qui est intéressant ensuite, quand une intimité est développée, non pas comme entre une présentatrice et son invité, mais quand une intimité est développée, c'est de le faire en hétéro. C'est-à-dire, c'est l'homme qui masse la femme, et c'est la femme qui masse l'homme. Ça, c'est extraordinaire. C'est que vous donnez justement, venez, on va rejoindre la table, c'est que vous donnez beaucoup d'exercices à faire dans le couple, au sein du couple, pour se préparer à donner et aussi à recevoir. Il faut sortir de la routine. Voilà, il faut sortir de la routine et commencer à inventer, à innover des jeux ensemble, des jeux et en même temps des exercices. Voilà, c'est le jeu de l'amour, c'est-à-dire qu'il ne faut pas rendre la chose technique, l'intellectualiser, on est vraiment dans un jeu, le jeu de l'amour. Jacques Ferber. Alors, je voulais que je vous parle du jeu de l'amour tantrique, peut-être. Tantrique? Ah bah écoutez, on va passer avec vous. Alors déjà, on va expliquer le tantrisme, parce qu'on en a tous entendu parler une fois. Concrètement, qu'est-ce que c'est? On rattache toujours le tantrisme à la sexualité, sauf que c'est une notion quand même beaucoup plus large. Alors en fait, c'est beaucoup plus large, puisque c'est en fait une voie d'accès spirituel. C'est une démarche spirituelle qui passe par l'intégralité des